général de Bavinkove. Comment peut-on expliquer cette stratégie, parce que ça n'est pas une erreur de la part d'Israël, de tirer sur ces soldats de la FINUL? Est-ce que c'est déjà arrivé quand vous étiez aux manettes? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un jeu que nous connaissons bien. Nous sommes au Liban depuis 50 ans, depuis 1978, oui, où le premier contingent a été déployé justement au moment peu après le début de la guerre civile au Liban. Il s'est passé quelque chose de très important en 2006. En 2006, nous étions à la fin d'une FINUL qui a existé de 1978 à 2006 et qui était devenue un outil assez anémié, assez faible. Et en 2006, à la suite de l'offensive de Tsahal au Liban Sud, offensive à la fois controversée et qui n'a pas été un succès très éclatant. C'est ça. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de déployer une nouvelle FINUL. Et cette nouvelle FINUL était radicalement différente de la précédente. Et c'est là que vous l'avez dirigée, en 2008-2009. J'étais le chef d'état-major de cette FINUL, puisque dans le cadre d'équilibre de la force qui a été déployée, même si le contingent français était très important, il y avait quasiment 2000 hommes sur le terrain à l'époque. 2000, parce qu'aujourd'hui on en a, je crois, 700. 500, voilà. Donc nous en Michel sait certainement les choses plus précisément que moi, mais tout à l'heure. beaucoup moins que 2000 aujourd'hui. À l'époque, la FINUL était très puissante. Nous avions également une véritable escadre au large des côtes libanaises avec 11 bateaux de guerre, des frégates, des transports de débarquement, etc. Oui. Des bateaux qui étaient tout à fait puissants et qui avaient des capacités offensives et défensives très importantes. Et donc, nous avions une FINUL qui a été déployé selon la résolution 1701, c'est cela, avec des règles d'engagement qui étaient infiniment plus robustes. Et pour ce qui concerne la France, qui intéresse principalement nos téléspectateurs, le président Chirac, le chef des armées de l'époque, avait décidé que la FINUL serait dotée d'outils extrêmement puissants. Donc nous avons déployé des chars Leclerc. Je crois que c'est le seul théâtre d'opération sur lequel nous avons déployé des chars Leclerc. Nous avons déployé des véhicules blindés, nous avons déployé de la défense antiaérienne de courte portée. Nous avions des radars de trajectographie permettant d'identifier les tirs de part et d'autre de la frontière et de suivre ces trajectoires et de pouvoir les qualifier, c'est-à-dire les identifier, les qualifier et dire qui en était le responsable. Et donc c'est une FINUL qui a un mandat qui est très robuste. Et dans cette FINUL, de très grands pays y participent. Je me souviens... Oui, mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que tout cela, c'était 2006, 2007, 2008 et qu'elle n'est plus aussi robuste? Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Je pense qu'avec le temps, les choses s'affadissent toujours. C'est la pente naturelle des choses. On démarre avec un objectif politique très important. Il y avait unanimité du Conseil de sécurité. Et puis, il s'est passé 20 ans, ou presque. Il s'est passé 20 ans. Mais... je voudrais dire juste quelque chose d'important au moment où des soldats de la FINUL ont été pris à partie tout récemment. Hier et aujourd'hui. On ne tire pas impunément sur les grandes puissances du Conseil de sécurité. Il y avait, quand j'y étais, un bataillon indien de parachutistes sikhs qui rentrait d'opération dans le Cachemire. C'était à peu près 1000 hommes ou 900 hommes. On me pardonnera si je me souviens plus du chiffre exact. C'était un bataillon extrêmement opérationnel. L'Inde, c'est 1,5 milliard d'habitants. On ne tire pas sur l'Inde comme ça. Il y avait un bataillon chinois de déminage qui était sous nos ordres. Personne n'a tiré sur eux. Que j'allais voir très régulièrement. Et qui faisait des opérations de déminage. Dieu sait si il y a un travail considérable à faire et qui est entrepris depuis très longtemps avec énormément de courage. Je ne pense pas qu'on tire impunément sur un pays d'1,4 milliard d'habitants. Et puis il y avait bien évidemment l'Italie, l'Espagne, la France qui avaient déployé des contingents très importants. Et donc là, ce que j'observe, c'est que comme d'habitude, on cherche à instrumentaliser la FINUL. Israël considère, à juste titre sûrement, de son point de vue, que la FINUL n'en fait pas assez. Le Hezbollah, de l'autre côté, considère que la FINUL en fait trop. C'est probablement que la FINUL fait à peu près ce qu'elle doit faire. Mais aujourd'hui, est-ce que quand Israël promet une enquête justement sur ces tirs et arrive à la conclusion qu'on a juste tiré en direction d'une menace qui était proche, est-ce que cette explication vous suffit ? Oui, elle me suffit. Je connais très bien ces scénarios. Vous savez,
La FINUL a toujours été, mais là, elle est quand même très puissante. La FINUL aujourd'hui, c'est 10 000 hommes à peu près, hein, j'imagine. À peu près 10 000 hommes. Donc, même si elle a réduit en puissance, elle a réduit en intensité, il y a des capacités de réaction rapide. Je crois que la France a d'ailleurs un bataillon de réaction rapide qui est puissamment équipé, qui est extrêmement bien entraîné, qui est sur place. Et donc, si vous voulez, on a véritablement aujourd'hui une FINUL qui est prise à partie parce qu'elle gêne, mais en fait, elle est absolument indispensable. Il n'y a pas d'autre outil qui permette de maintenir un minimum de stabilité. Je ne vais pas dire de paix, parce que personne ne comprendrait ça. Mais de stabilité et d'éviter une montée extrême. Pardon, je vous lis simplement le communiqué de l'ambassade d'Israël en France, justement, à propos de la FINUL. Si les forces, parce que ça va dans le sens de ce que vous nous disiez, si les forces de la FINUL remplissaient correctement leur mandat depuis 2006, justement, Israël n'en serait pas arrivé au point de devoir entrer au Liban pour repousser les forces du Hezbollah. Voilà. J'ai dû entendre ça pendant l'année que j'ai passée là-bas. Donc ça n'est pas nouveau pour vous. Je dirais quotidiennement. Nous avons tous vécu ça, tous mes camarades également. Tout ça fait partie d'un jeu qui est bien connu. Il y a une part de vérité dans ce que dit Tsahal, ou l'ambassade en l'occurrence, mais Tsahal. Moi, il me semble que je n'ai pas vraiment connu ça à l'époque, mais pourquoi ? Parce que nous sommes au lendemain de 2006. Et donc, au lendemain de 2006, d'abord, des coups très durs ont été portés à la structure défensive du Hezbollah par Tsahal. Tsahal n'a pas atteint ses objectifs en 2006. Michel doit savoir ça très bien. Mais en même temps, Tsahal a porté des coups très, très durs. Et j'ai été voir... J'ai parcouru chaque centimètre carré de cette zone pendant un an. J'ai été voir les lieux de combat les plus importants. J'ai été voir ces tunnels, ces installations défensives, ces installations en caponnière. Je vois très bien comment était organisé le dispositif défensif du Hezbollah face à l'offensive de Tsahal. La vérité, c'est que beaucoup des installations ont été frappées durement et démantelées à l'époque. Moi, il me semble que dans cette période-là, en tous les cas, dans ces 3-4 années qui ont suivi, les capacités de reconstruction d'une structure défensive puissante et efficace n'ont pas été extrêmement pertinentes. D'où, selon vous, peut-être ce qui arrive aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que chaque fois qu'Israël avait des doutes sur un emplacement qu'ils soupçonnaient être celui du Hezbollah. Oui, parce que c'est ce qu'ils disent, évidemment. Ils nous transmettaient des éléments d'information très précis, des cartes, des photos, des écoutes, tout un ensemble de choses. Et ils nous demandaient, entre guillemets, d'enquêter. Nous avions également d'autres sources de renseignements, nos sources de renseignements propres, puisqu'il y avait des dispositifs très sophistiqués qui avaient été déployés. Et puis, nous avions évidemment beaucoup de contacts avec l'armée libanaise. Alors, nous avons à chaque fois enquêté. Le faisiez-vous ? À chaque fois, nous avons été voir précisément, à chaque fois, des unités opérationnelles, qu'elles soient italiennes, françaises, espagnoles ou d'autres contingents, ont été voir. Jamais nous n'avons eu la preuve des affirmations en la matière. Je n'ai jamais pu rapporter une quelconque preuve qui corroborait. Donc vous le leur disiez, et comment réagissaient-ils ? Bien sûr. Ils nous disaient que nous ne savions pas chercher, qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais j'ai tendance à penser, dans tous les cas, je parle de la période que je connais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez tendance à penser que c'est ce qui se passe aujourd'hui également ? Je pense qu'en tous les cas, après, avec le temps, avec l'affadissement probablement des choses, des capacités réelles défensives se sont redéployées. Mais dans cette période-là, il me semble que l'efficacité était incontestable. Oui, moi j'ai plutôt une question, si vous permettez, mais si je comprends bien, depuis sa création, la FINUL est l'opération des casques bleus la plus meurtrière de toute l'histoire des Nations Unies, qui a eu le plus de morts dans la FINUL que dans n'importe quelle autre opération des casques bleus. Et comment est-ce que vous l'expliquez et qui sont les responsables de ce nombre important, plus de 300 morts 334 morts depuis le début? Rapidement. Évidemment, ce sont évidemment les attaques terroristes islamistes dans un Proche-Orient qui est marqué par une violence extrême, par des passions exacerbées, absolument exacerbées, et par une volonté de s'en prendre aux intérêts, entre guillemets, de l'Occident, qui d'une certaine façon sont représentés et incarnés par la FINUL. La FINUL gêne tout le monde, mais c'est normal, c'est son rôle. C'est son rôle. Sophia Amaré, est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'Israël aurait intérêt à
faire peur, faire partir les soldats de la FINUL, justement pour avoir les mains un peu plus libres sur le territoire libanais? Justement, je m'interroge parce que, comme vous disiez à l'instant, moi j'étais en 2006 dans le Charles Leclerc. Okay, je faisais un sujet pour dire la FINUL est prise entre le marteau du Hezbollah et l'enclume de Tsahal. Parce que personne n'en voulait. Et donc, j'ai été sur le terrain et il est arrivé une chose incroyable, c'est que la France a considéré qu'un piqué des F-15 israéliens était un acte de guerre, je ne sais pas si vous étiez là-bas à ce moment-là, était un acte de guerre. Et Michel Alliot-Marie, notre ministre de la Défense à l'époque, a donné ordre aux soldats français de débâcher. C'est-à-dire qu'ils allaient abattre un avion israélien. L'ambassadeur a été convoqué, ils ont discuté, mais en tout cas, ils ont considéré que c'était une grave provocation et que ce cabré piqué sur nos positions, enfin les positions des casques bleus français à Nakoura, était un acte de guerre. Encore une façon de dire, écoutez, ou vous ne travaillez pas assez, ou on n'aimerait plus que vous soyez entre nos pattes. Mais en tout cas, il y a une situation un peu conflictuelle avec toutes les parties sur place.